Au sein d'un secteur technologique en constante évolution, l'un de ses acteurs historiques, IBM, mène une réorientation stratégique d'envergure. Donc, pour ceux qui se rappellent, la dernière fois qu'on a parlé d'IBM, c'était il y a très très longtemps, en 2023, si ma mémoire est bonne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la dernière vidéo date de septembre 2023. Et de septembre 2023, de septembre 2023 à aujourd'hui, on peut se dire que, bon, pour ceux qui ont acheté du IBM, je n'en fais pas partie ici, la performance était plutôt exceptionnelle. Maintenant, comme je dis toujours, il faut toujours aller regarder qu'est-ce qu'il y avait déjà dans l'entreprise à ce moment-là et essayer de voir si le narratif ambiant, le narratif actuel, justifie ce prix-ci. OK? Bon, à première vue, moi, je peux déjà vous dire ici que ce n'est pas un prix qui m'intéresse. On va faire ça aussi simple que ça. Donc, on continue notre tour d'horizon ici des activités liées aux conseils et services en informatique. Donc, vous avez ici une partie des activités de IBM dans ce segment-là. Une partie, j'ai bien dit, une partie des activités dans ce segment-là. Et donc, ça touche également des compagnies comme Accenture, Cognizant, Capgemini, Gartner. On en a parlé précédemment. Donc, je continue ma note d'analyse d'après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Voici à peu près mon rendu. OK? Donc, ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Donc, loin de l'image d'une société figée, une analyse attentive de ses projections et de son positionnement révèle une organisation en pleine renaissance, portée par une croissance anticipée et une amélioration de sa rentabilité à l'horizon 2026. L'axe central de cette métamorphose repose sur une double focalisation: le logiciel à forte valeur ajoutée et la révolution de l'intelligence artificielle générative. Donc, la base de la stratégie d'IBM réside dans la solidité de sa division logicielle qui agit comme le principal moteur économique du groupe. Les prévisions indiquent une accélération marquée du chiffre d'affaires global avec une hausse attendue de 7% en 2025, puis de 4% en 2026. On est encore en termes de prévision, mais pour 2025, il y a de fortes chances qu'on atteigne cet objectif-là. 2026, comme son nom l'indique, ça reste une prévision, mais bon, 4%, c'est à peine, c'est quelque chose d'assez faisable ici pour une compagnie comme IBM. Donc, cette trajectoire marque une rupture nette avec la progression plus modeste de 1% observée en 2024, signalant un changement de dynamique significatif. Donc, cette vitalité est tirée par des segments performants. Donc, le pôle logiciel a affiché une progression de 8%, hors effet de change, au deuxième trimestre, bien sûr, donc soutenu par la dynamique du cloud hybride incarné par Red Hat, qui fait un plus 14% ici, et la suite d'automatisation ici, qui fait à peu près également ici un plus 14%. Donc, le concept de cloud hybride est essentiel. Il offre aux entreprises la souplesse nécessaire pour opérer leurs données et applications de façon homogène entre les serveurs privés et les clouds publics. Bien qu'un léger ralentissement de la croissance globale ait été noté, il convient de la contextualiser. Parce que c'est bien de parler de ralentissement, mais pourquoi? Donc, il est lié à la nature cyclique des activités de Red Hat, dites basées sur la consommation, dont les revenus varient avec l'usage. En contrepartie, la base de revenus issue des abonnements bien plus stable poursuit sa croissance à un rythme soutenu proche des 20%, ce qui confirme la robustesse du modèle. Donc, si on prend juste les abonnements, c'est plus 20%. Mais si on prend abonnement et consommation, ça représente une croissance globale de 14%. Donc, ce qui veut dire que la croissance ici liée à la consommation a été moins élevée que prévu. OK? Donc, mais ça reste encourageant de manière générale. Comme je l'ai toujours dit ici, quand vous lisez les rapports financiers, posez-vous toujours la question de pourquoi. OK? C'est important. En parallèle de son pilier logiciel, IBM est activement positionné à l'avant-garde de l'intelligence artificielle générative. J'aime bien préciser générative, c'est important. En parvenant à traduire en opportunités commerciales, enfin, pas en parvenant, en parvenant à la traduire, donc tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle générative, elle a réussi à la traduire ici en opportunités commerciales concrètes. C'est comme je l'ai dit, il y a d'autres entreprises, ça reste encore des projets. Rien n'a encore été concrétisé. Enfin, c'était également la même chose avec les compagnies dans le segment ici des équipements ici de communication, enfin, les équipements de réseau, des compagnies comme Cisco, etc. On en a parlé il y a très longtemps. On a même fait une note d'analyse sectorielle dessus pour ceux qui sont dans le top premium. Vous l'avez lu, ceux qui sont dans l'accélérateur également, vous l'avez sans doute vu passer. Où on disait que les entreprises, c'est bien de parler d'IA, mais quand on parle d'IA, on parle juste d'NVIDIA.
ou bien des GPU, ou bien des hyperscalers. Mais vous ne parlez pas de la mise en réseau de tous ces différents éléments. Là, on a besoin d'équipements pour ça. Qui vend ces équipements-là? Vous ne parlez même pas des mémoires. Enfin, pas que vous, excusez-moi, pas pour vous. Parce que si vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez que c'est tout un écosystème ici. On parle également ici des entreprises de stockage. SK Hynix, Micron, et Seagate également qui en bénéficie, Samsung également. Parce que vous pensez que quoi, les entreprises, les GPU en question, on a besoin de mémoire. Déjà, la demande de mémoire a été élevée quand on était encore dans le cloud traditionnel. Maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, on a besoin d'encore plus de mémoire. Et ça, il y a une tendance de fond, il y a une tendance de croissance, il y a une croissance séculaire sur des compagnies comme Micron. Même si quand vous allez regarder en termes de revenus, ce n'est pas beau à voir. Mais en réalité, il y a une croissance séculaire dessus. Bref, je continue. La division de conseil a ainsi enregistré à elle seule près de 1,2 milliard de dollars de nouvelles commandes liées à la Gen AI au cours du deuxième trimestre. Ce dynamisme porte le carnet de commandes total dans ce segment à 7,5 milliards de dollars répartis entre les missions de conseil et la plateforme technologique Watson X. Et quand on parle même d'intelligence artificielle, est-ce que vous savez que IBM était à l'avant-garde? IBM parlait déjà d'intelligence artificielle parce que Watson existe depuis très longtemps. Avant même 2022, avant 2022, ils en parlaient déjà. Mais ils ne parlaient pas d'intelligence artificielle générative. Donc, vous pouvez voir ici que parfois, certaines entreprises, voilà, sont juste, voilà, elles ont juste le... Enfin, je ne dirais pas que ça ressemble à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, mais la Gen AI a plus pris parce que ça a été adopté très rapidement ici par monsieur et madame tout le monde. OK? Mais sinon, je pense que les produits proposés par Watson s'adressaient directement aux entreprises. Donc, peut-être que le niveau d'adoption est souvent plus lent. Bref, le fait qu'on ait à peu près l'intelligence artificielle générative ici avec les chats GPT, etc., force les entreprises à les adopter plus rapidement. Et encore, l'adoption ici, comme je dis, si tout le monde adopte l'intelligence artificielle au sein de son entité ici, est-ce qu'il y aura réellement des gains de productivité significatifs? Enfin, en termes d'augmentation des marges. Parce que la plupart la concurrence ici est essentiellement parfois basée sur les prix, de manière générale, dans la plupart des industries. Bref, cette dernière représente un avantage concurrentiel majeur en proposant aux entreprises un environnement pour construire et déployer leur propre modèle d'IA en toute sécurité à partir de leurs données propriétaires. Et on parle des données propriétaires, et c'est ça même pas ça le problème, mais c'est l'amalgame généralement qu'on a tendance à faire avec les entreprises qui vendent des abonnements pour des produits liés à la recherche. Un peu comme la compagnie, comment elle s'appelle encore? Walter Clover, j'en ai parlé dernièrement. Un peu également comme Gardner, parce que d'aucuns pensent, enfin, à tort ou à raison, seul l'avenir nous le dira ici, pour le moment je pense à tort, que les données propriétaires vont se retrouver sur Internet. C'est possible, mais vous pensez vraiment qu'une entreprise va, comment on dit ça, va mettre son avenir entre les mains d'une IA publique en ayant posé ce genre de questions-là, en mettant en ligne toutes ces données? On a besoin d'une certaine sécurité. Bon, maintenant, je ne sais pas si ChatGPT propose des solutions particulières pour les entreprises. C'est peut-être possible ici. Mais dans le cadre ici des entités qui vendent de la connaissance, un certain savoir-faire, je pense que l'intelligence artificielle ne sera pas un problème. Au contraire, ça sera même un plus de manière générale. Bref, les entreprises qui vont avoir tendance à faire appel à l'intelligence artificielle générative pour remplacer le coût des abonnements de ces différents segments, de ces différents produits-là sont parfois celles qui sont généralement les moins bien loties en termes de chiffre d'affaires ou en termes de bénéfices. OK? Donc, pour le moment, pour moi, je ne pense pas que ce soit un problème. Parce que regardez juste la façon dont Gardner produit ces différentes analyses ici. On a besoin d'interviewer plusieurs PDG, plusieurs... comment on appelle encore ça, ceux qui s'occupent généralement ici de plusieurs CIO, ceux qui s'occupent pas, j'ai pas dit CEO, donc je n'ai pas parlé ici des PDG, je parle plutôt de ceux qui s'occupent de la technologie, donc les responsables de technologie dans la plupart de ces différentes entreprises, c'est eux qu'on va avoir tendance à interviewer. Et
ce sont des milliers d'interviews qui permettent généralement de générer un rapport. Donc, je ne sais pas si l'IA va réussir à faire ça. Mais bon, de manière générale, ici, je ne pense pas que ce sera une IA publique, celle qu'on a tendance à utiliser ici. Donc, je pense les entreprises qui vendent de la connaissance, qui vendent ici du conseil, ont encore un bel avenir. Enfin, il y a de fortes chances qu'elles existent encore demain. Encore plus demain qu'aujourd'hui. En tout cas. Donc, un phénomène de cannibalisation est toutefois observable. Donc, les nouveaux projets liés à l'IA se substituent à certains contrats de conseil plus traditionnels. Et pour ceux qui ont lu la note d'analyse sectorielle, vous savez de quoi je parle. OK? Donc, il s'agit en réalité d'un remplacement stratégique par lequel IBM oriente ses clients vers des services à plus forte valeur ajoutée, délaissant des activités à faible marge au profit des projets plus transformateurs et rentables. Cette croissance de l'activité s'accompagne d'une gestion financière disciplinée, se traduisant par une nette amélioration de la profitabilité. La marge avant impôt non GAAP, c'est important de préciser, devrait progresser de 100 points de base, dont 1% en 2025 pour s'établir à 18,9%, puis de 80 points de supplémentaires pour 2026 pour s'établir à 19,7%. Ça reste des prévisions pour 2026. Okay? Donc, cette performance découle d'un effet combiné, à savoir l'augmentation des ventes, l'optimisation des coûts grâce à l'automatisation interne et surtout une composition plus favorable des revenus, un mix de revenus plus favorable ici avec une part croissante du logiciel, qui est généralement un segment à forte marge. Ces gains structurels devraient permettre d'absorber sans difficulté les coûts liés à l'intégration d'HashiCorp, une acquisition récente spécialisée dans l'automatisation des infrastructures cloud. Et vous allez remarquer, IBM fait beaucoup d'acquisitions. Bon, généralement des toutes petites, parce que je me semble que l'une des plus grosses était Red Hat, parce qu'elle n'avait pas le choix même de le faire, parce que Red Hat a littéralement presque sauvé ce business-là. Et ce qui est drôle, c'est que la personne qui avait encouragé l'entreprise à racheter Red Hat est devenue PDG en date d'aujourd'hui. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc, la santé financière se manifeste aussi par une forte génération de liquidités avec un flux de trésorerie disponible attendu de 13,8 milliards de dollars en 2025 et de 14,5 en 2026. La décision d'augmenter les stocks de mainframe Z17 pour anticiper d'éventuels impacts tarifaires témoigne par ailleurs d'une gestion plus prudente. Je vous laisse aller voir c'est quoi un mainframe, c'est quoi le Z17. Okay? Donc, malgré ces perspectives favorables, certains points de vigilance demeurent. Une potentielle réduction des dépenses technologiques du gouvernement fédéral américain. Un client important pourrait également avoir... quand on dit un client important, le gouvernement américain est un gros client pour cette entreprise-là. Donc, s'il y a une réduction ici des dépenses technologiques, ça aura un impact sur le chiffre d'affaires de la compagnie, en tout cas à court terme. De même, un contexte de tension commerciale ou de hausse des droits de douane constitue un facteur externe à surveiller. Sur le plan concurrentiel, la compétition avec les géants du cloud comme Amazon, Microsoft et Google reste intense. Oui, IBM est un concurrent, mais avec une certaine particularité. Notamment, on a parlé du segment Red Hat. Donc, le succès dépendra aussi du rythme auquel les clients adopteront concrètement l'IA générative. Enfin, l'incertitude macroéconomique générale pourrait peser sur les budgets des entreprises et allonger les cycles de décision. Pour la petite histoire, est-ce que vous savez que le cloud était une menace pour IBM? L'avènement du cloud ici a été une menace pour IBM, a littéralement fragilisé son activité principale. OK? Et donc, elle a réussi ici à se repositionner, à se remettre ici au goût du jour. Donc, c'est une entreprise qui arrive à se réinventer. Ça n'a pas été facile, mais petit à petit, on voit que le changement, la restructuration amorcée il y a plusieurs années commence à porter ses fruits. Donc, en synthèse ici, la trajectoire d'IBM est celle d'une transformation délibérée et méthodique, en s'appuyant sur la puissance de sa division logicielle et en se positionnant comme un acteur clé de l'intelligence artificielle monétisable. L'entreprise a bâti un chemin crédible vers une croissance accélérée et une rentabilité accrue. Les indicateurs financiers solides soutiennent cette vision, bien que le parcours nécessite une attention continue aux facteurs concurrentiels et macroéconomiques externes. Il faut vous dire ici que IBM, c'est un peu comme avec Stanley Black & Decker. On a une pleine restructuration. Stanley Black & Decker a choisi délibérément de se positionner sur un segment d'activité à forte marge et de revendre ici ces segments d'activité à marge moins élevée. IBM n'avait pas le choix que d'amorcer ici un changement ici stratégique parce que son activité principale était menacée par les fournisseurs de cloud computing. Bref, en ce qui concerne ici en ce qui concerne le prix la valorisation de la compagnie, je vais aller assez rapidement, je vais utiliser pour ça Fastgraph.
OK? Donc, c'est une entreprise, vu la période actuelle, qui va avoir tendance à se négocier entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK? Si on se situe aux alentours de 15 et 20 fois les bénéfices pour cette compagnie, au prix actuel, on sera correctement évalué. Je prends une certaine croissance, ça reste un business qui est 80% du temps ici, les analystes font de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise. Je rappelle qu'au prix actuel, nous sommes correctement évalués et ça représente à peu près $240 par action. Est-ce qu'il y a de la dette nette ici? Oui, il y a de la dette nette. Dette nette. Donc, on va aller ça rapidement. On prend ça. Je viens ici, niveau de dette nette. Est-ce que c'est une entreprise que je mettrais dans ma watchlist? Non, pas particulièrement. Je ne pense pas mettre IBM dans ma watchlist. C'est une bonne entreprise qui crache littéralement du cash. Donc, $155, moins à peu près la dette nette ici, on sera à peu près aux alentours de $190 par là. Ça, c'est si je prends 20 fois les bénéfices. Si je prends 15 fois les bénéfices, si je prends 20 fois les bénéfices, ça fait 16, multiplié par $16 ici, $16 l'action, moins 55, on tombe à peu près à $265. Donc, c'est pour ça que je dis que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, si elle continue à générer autant de free cash flow, racheter des actions, ça peut être très intéressant. Enfin, ça peut être juste correct. S'il y a de la croissance maintenant de manière générale, au-delà de 2026, de 2027, là, ça peut être très intéressant. Mais maintenant, il va falloir que vous plongiez encore plus dans les activités de ce business-là, quelle est la taille du marché, etc., quels sont les segments les plus dynamiques. Bref, pendant très longtemps, c'est une entreprise qui était sous-évaluée. Elle a été sous-évaluée pendant très, très longtemps, mais pas sous-évaluée pour des mauvaises raisons, pour des bonnes raisons. Comme je l'ai dit ici, l'avènement du cloud computing a été problématique pour cette compagnie parce qu'elle n'était pas prête, littéralement. OK? Mais elle a réussi à se repositionner ici et aujourd'hui. Il y a de fortes chances que ce business échange que 15 et 20 fois les bénéfices. Donc, au prix actuel, je ne pense pas qu'on surpaye littéralement. Le dividende, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Si on vous distribue la totalité des bénéfices net en dividende en date d'aujourd'hui, vous avez du 5,16%. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, nous avons notre live mensuel pour les abonnés du club Top Invest. Le lien est en description de la vidéo. Le live, ça sera ce vendredi et le live sera uniquement dans notre groupe privé. OK? Donc, c'est un live ici interactif. Donc, on va pouvoir se parler de vive voix. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les-moi directement pendant ce live-là. Je réserve cette période pour répondre à toutes vos questions de manière générale. Le lien vers le club est gratuit. Vous pouvez également me rejoindre en privé directement. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez également en description de la vidéo le lien vers le programme d'accompagnement. Et n'oubliez pas, au mois de novembre, on va réouvrir ici le service Top Premium Infinity. Donc, préparez-vous pour ceux qui ont raté la dernière ouverture ici. OK? Donc, entre-temps, dites-moi en commentaire ceux qui ont du IBM, ceux qui l'ont eu, à combien vous l'avez acheté, et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, surtout ceux qui l'ont acheté il y a très longtemps. Enfin, vous avez le droit de dire ici que je l'ai acheté parce qu'elle était quantitativement sous-évaluée ou bien, voilà, j'ai eu un coup de chance. Vous avez le droit. Vous avez le droit. D'accord? Et comme vous pouvez le voir ici, pendant très longtemps, une entreprise peut rester sous-évaluée. Pendant très longtemps. Maintenant, ce sont les raisons de la sous-évaluation qui devraient vous intéresser. Est-ce que ces raisons-là sont durables ou temporaires? Si elles sont durables, vaut mieux ne pas investir. Si elles sont temporaires, c'est une aubaine. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Merci, au revoir.